Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Il est possible que 1984 soit le plus grand roman dystopique de l'histoire. Dans son œuvre la plus célèbre, l'écrivain George Orwell dépeint un avenir dans lequel un parti politique contrôle tous les mouvements et toutes les pensées de la société par le biais du totalitarisme. C'est dans ce roman qu'apparaît le concept de Big Brother comme une entité qui priverait chaque individu de liberté et de vie privée. Il le fait par une surveillance extrême et des interdictions permanentes. Orwell a écrit ce livre entre 1947 et 1948 et l'a publié en 1949, alors que les régimes totalitaires comme celui de Franco en Espagne ou de Salazar au Portugal étaient en plein essor. Par le biais de la littérature, Orwell, comme tant d'autres écrivains, critique ces gouvernements et ce qu'ils pourraient devenir. Depuis sa publication jusqu'à aujourd'hui, nous avons été témoins, et continuerons sans aucun doute à l'être, de la manière dont George Orwell a écrit un roman à succès, et le fait est que 1984 a été réédité à plusieurs reprises et a toujours battu des records de vente. Si vous avez lu 1984, vous saurez qu'il s'agit d'un roman dystopique divisé en 3 parties. Au début de la première partie, Winston Smith, un homme malade de 39 ans, rentre chez lui dans la résidence délabrée Victory Mansions. En montant les escaliers, il aperçoit sur toutes les portes de ses voisins une pancarte accrochée avec un visage d'homme et un message « Big Brother vous regarde ». Winston est un ouvrier du parti qui détient tous les pouvoirs à Airstrip, un territoire qui était autrefois l'Angleterre et qui fait maintenant partie d'un empire plus vaste appelé l'Océanie. Plus précisément, il travaille au ministère de la Vérité, où il modifie des documents historiques pour qu'ils correspondent à la version du parti sur certains événements. Malgré sa position au sein du gouvernement, Winston, comme tout autre citoyen, vit sous le contrôle strict du parti. Winston sort d'une cachette un journal intime qu'il a trouvé dans une boutique du quartier prolétaire. Il l'a acheté, sachant qu'écrire surtout pour exprimer des pensées contraires au régime est déjà considéré comme un acte de violence. Ce jour-là, il décrit dans son journal une réunion au cours de laquelle le parti a décidé de punir la population lors d'une journée de la haine. À ce moment-là, Winston s'est rendu compte qu'il détestait Big Brother et tout ce qu'il implique. Il a vu cette même haine dans les yeux d'un autre travailleur du parti intérieur, O'Brien, ce qui lui fait soupçonner que lui aussi n'est pas d'accord avec le système et le gouvernement pour lequel ils travaillent tous les deux. Dans son journal, il écrit également « à bas Big Brother ». Il sait que, rien qu'avec cela, la police de la pensée pourrait l'arrêter à tout moment. Enfin, il se souvient d'une femme, aux cheveux noirs, qui travaille au département fiction du ministère de la Vérité et qu'il soupçonne d'être un agent. Au chapitre 2, on frappe à la porte et Winston va ouvrir, craignant qu'il ne s'agisse de la police. Mais il ne trouve qu'une voisine, Madame Parson, qui a besoin de son aide pour réparer un tuyau. Dans son appartement, Winston se désespère de l'attitude de ses enfants, qui sont tous des espions du parti de la jeunesse. Dans ce groupe organisé, des enfants de tout âge patrouillent et traquent les traîtres potentiels sur ordre du parti. Au chapitre suivant, Winston rêve de sa mère, qui a été détenue dans un centre de purge politique il y a quelques années. En faisant de l'exercice, Winston se remémore des épisodes de son enfance et des choses qu'il croit savoir. Par exemple, on lui a toujours dit que l'Océanie, soumise par les anciens États-Unis, était en guerre permanente avec l'Eurasie, soumise elle par l'Europe occidentale, et l'Estasie, soumise par la Chine et le Japon. Mais les archives historiques ont été manipulées. Il pense aussi à Big Brother, le chef du parti, dont on n'avait aucune nouvelle avant 1960. Dans sa distraction, une voix provenant d'un des écrans omniscients crie son nom pour qu'il se recentre sur l'exercice. Au chapitre 4, Winston se rend à son travail où il dicte des modifications de l'histoire à une machine appelée Written Talker. De cette façon, il convainc les gens de la véracité de certains faits car des données falsifiées sont utilisées. Ce jour-là, Winston doit modifier un discours de décembre 1983. Ce discours mentionnait et faisait l'éloge du camarade Withers, un ancien délégué de Big Brother, désormais exclu du parti. Winston invente une autre personne, Ogilvy, et change ce nom dans les archives. Dans des moments comme celui-ci, Winston réfléchit à son travail et à ce qu'il implique. Au déjeuner, au chapitre 5, Winston retrouve un collègue nommé Syme. Syme lui explique qu'il travaille sur un dictionnaire de néolangage, la langue parlée en Océanie, dont le but est de faire disparaître tous les mots qui expriment des pensées autonomes. Ainsi, sans un langage adéquat pour s'exprimer, la capacité à réfléchir sur certaines idées disparaîtrait. Madame Parson, de son côté, réapparaît et convainc Winston de contribuer au projet de la semaine de la haine du quartier.
À ce moment-là, Winston a soudain le sentiment que quelqu'un l'observe. Il lève la tête et voit la femme aux cheveux noirs. Au chapitre 6, dans son journal, Winston évoque la relation qu'il a eue avec sa femme, Catherine, et avec une prostituée. Cependant, le parti condamne fermement le désir. Alors il sait qu'il n'a pas la possibilité d'établir de tels liens. Au chapitre 7, Winston écrit également sur la possibilité de renverser le parti. Il sait qu'il existe un groupe de rebelles, la Fraternité, mais qu'ils n'ont ni le pouvoir ni les moyens de leurs ambitions. Le protagoniste jette un coup d'œil à un livre pour enfants qui raconte l'histoire du monde. Il y est dit que le parti a fondé de grandes et belles villes, mais Winston sait que c'est un mensonge. Winston vit à Londres et c'est une ville triste, parcourue par la misère et la peur. Il se rend donc compte qu'on ne peut pas lui faire confiance et que tout ce qu'il croit savoir est passé par le filtre du parti et a pu être manipulé. Il en arrive à la conclusion que tout ce qu'il écrit dans son journal est une sorte de lettre à O'Brien, qu'il ne connaît pas, mais en qui il reconnaît une aspiration à la liberté comme la sienne. Au dernier chapitre de la partie 1, Winston se rend dans un bidonville et tente de parler à un vieil homme. Son but, c'est de comprendre ce qui existait avant le parti, et s'il est vrai que l'ancien système capitaliste exploitait la population. Cependant, le vieil homme ne se souvient de rien. En rentrant chez lui, il remarque que la fille aux cheveux noirs semble le suivre. Dans la seconde partie, au chapitre 1, un jour au travail, Winston croise la jeune fille aux cheveux noirs qui lui tend une lettre sur laquelle est écrit « Je t'aime ». Cela trouble le protagoniste qui pensait que la femme était un agent du parti. Il apparaît maintenant qu'elle a des sentiments pour lui. La possibilité d'une relation permet à Winston de retrouver la volonté de vivre. À l'heure du déjeuner, il s'assied à la même table que la jeune fille et en chuchotant pour ne pas être vu, ils conviennent de se retrouver sur la place de la Victoire où la foule cachera leur rencontre. Sur la place, ils assistent au traitement d'un groupe de prisonniers eurasiens. Au chapitre 2, la jeune fille lui révèle son nom, Julia. Oubliant toute précaution, le couple fait l'amour dans les buissons. Pour Winston, ce moment et le fait de savoir que Julia a fréquenté d'autres hommes lui donnent de l'espoir, car cela indique qu'il y a plusieurs rebelles au sein du parti. Au chapitre suivant, lors de leur rencontre clandestine, Winston en apprend de plus en plus sur Julia et sur sa vie dans une pension pour femmes. Julia n'a pas l'idée d'organiser une grande rébellion, car pour elle, les actes de chaque individu constituent déjà une moquerie du système. Elle explique à Winston que le sexe est interdit pour réorienter les passions de la société vers l'encensement du parti et la haine de ses ennemis. Au chapitre 4, Winston a loué l'appartement au-dessus de la boutique où il avait acheté le journal. Celui-ci est situé dans le bidonville où tout est apparemment plus calme. Il y rencontre secrètement Julia, bien qu'en raison de l'organisation de la semaine de la haine, il n'ait pas beaucoup de temps pour se voir. Au chapitre 5, finalement, sans surprise, Syme, qui avait critiqué le dictionnaire qu'il était en train de créer, finit par disparaître. Avec l'arrivée imminente de la semaine de la haine, les sentiments sont plus exaltés, notamment ceux de Parson et de ses enfants. Winston avoue à Julia l'étrange lien qui, selon lui, l'unit à O'Brien. Mais elle lui répond que la rébellion est une utopie. En fait, elle pense que la fraternité et les rebelles sont des inventions du parti. Au chapitre 6, le moment tant attendu par Winston arrive lorsque O'Brien propose une rencontre clandestine pour discuter de ce qu'il s'est passé avec Syme. Ils conviennent de se retrouver un soir chez O'Brien. Au milieu de son excitation, à l'idée de poursuivre son voyage révolutionnaire, Winston se rend compte qu'il risque sa vie. Un peu plus loin, au chapitre suivant, Winston se réveille une nuit en pleurant. Julia, à ses côtés, lui demande de lui raconter ce dont il a rêvé. Winston lui raconte que dans son rêve est apparue sa mère. Il explique que lorsque son père est parti, sa mère, sa sœur et lui-même ont vécu dans la pauvreté, à l'abri des raids aériens et avec presque rien à manger. Le couple est conscient que la location de la chambre peut leur jouer un tour et attirer l'attention de quelqu'un. Si une plainte était déposée et qu'ils étaient découverts, ils seraient voués à la torture et à la mort. Il est préférable d'éviter d'attirer l'attention du ministère de l'Amour. Au chapitre 8, Julia, Winston et O'Brien se retrouvent dans la majestueuse demeure de ce dernier. Là, l'hôte n'hésite pas à éteindre le téléécran pour ne pas être surveillé. Calme et se croyant à l'abri, Winston avoue que Julia et lui aimeraient bien rejoindre la fraternité. O'Brien confirme l'existence de la fraternité et de son chef, Emmanuel Goldstein. Il leur fait chanter une chanson pour les faire entrer dans la rébellion. Goldstein était l'un des fondateurs du parti, qu'ils appellent en néolangue Ingsoc. Cependant, au fil du temps, cet homme est entré en conflit avec ce qu'il avait appris. Ingsoc, censé le représenter, l'a abandonné et a créé un groupement
contre lui. Lorsque Julia s'en va, O'Brien dit à Winston qu'il va lui donner une copie du manifeste de la Révolution rédigé par Goldstein. Ils promettent de se revoir. Et puis au chapitre 9, la semaine de la haine impose de plus longues heures de travail, ce qui épuise Winston qui doit changer les noms de ses ennemis du parti dans tous les documents officiels. Le parti a désormais décidé que son plus grand ennemi n'était pas l'Eurasie, mais les Stasi. Le peuple n'hésite pas et s'empresse de diriger sa haine vers le nouvel ennemi. La guerre est un must pour le système, car c'est le seul moyen pour les dirigeants de maintenir les masses dans l'ignorance de ce qu'il se passe ailleurs. Finalement, au chapitre 10, un matin, dans l'appartement, Julia et Winston sont réveillés par le chant d'une femme. En l'écoutant, le protagoniste pense que tôt ou tard arrivera une génération de nouveaux citoyens, enfants de la génération actuelle, avec plus de sens et de désir d'être libre et de lutter contre le parti. Surpris, le couple se rend compte que derrière une photo accrochée au mur se trouve un écran télescopique. Au même moment, des troupes entrent par les fenêtres, les frappent et les emmènent. Le chapitre 1 de la 3e partie s'ouvre sur la cellule dans laquelle Winston est emmené. Celle-ci est remplie de lumière et comporte 4 écrans qui surveillent le prisonnier. Auparavant, il a été conduit dans une chambre de détention commune où une femme, prénommée Smith, pensait qu'il était son fils. Étonnamment, l'un de ses compagnons de cellule est sa voisine Parson, que ses propres enfants ont dénoncé pour un délit d'opinion. Bientôt, O'Brien entre, réduisant à néant les espoirs de Winston de ne pas avoir été pris lui aussi. Sa tristesse est d'autant plus grande qu'O'Brien lui apprend qu'il travaille comme agent du ministère de l'Amour. Au chapitre suivant, O'Brien est chargé de torturer Winston pour son rejet du parti. Les séances de torture commencent à faire leur œuvre lorsque Winston commence à voir O'Brien plutôt comme une sorte de sauveur. O'Brien lui explique que la violence apaisera ses idées rebelles. Winston demande à O'Brien de répondre à quelques questions et celui-ci accepte. Tout d'abord, il l'interroge sur Julia et son tortionnaire lui dit qu'elle l'a trahi assez rapidement une fois qu'ils ont été arrêtés. Il lui demande également si Big Brother existe, s'il est une personne, et O'Brien lui explique que non. Ce n'est pas une personne réelle, mais une entité. La seule question qui reste sans réponse est celle concernant l'existence de la fraternité. Au chapitre 3, les tortures se poursuivent car Winston continue d'exprimer des doutes sur le parti et sur les propos d'O'Brien lorsque celui-ci lui dit que le pouvoir du parti est éternel, absolu et illimité. Lorsque Winston se voit dans un miroir et qu'il observe son apparence hagarde, il reproche à O'Brien d'en être responsable. O'Brien lui répond qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, car il savait ce qui allait se passer dès qu'il a commencé à écrire dans son journal. Finalement, avec le temps, au chapitre suivant, Winston est transféré dans une chambre un peu plus confortable, et la violence à son encontre s'atténue. Il pense alors à Julia, à sa mère et à O'Brien, et conclut qu'il a été stupide de penser qu'il pouvait affronter seul le parti. Plus tard, il utilise un tableau noir pour écrire les slogans du parti et se convaincre lui-même de ses slogans. Cependant, un jour, Winston se met à crier le nom de Julia. Il se souvient d'elle et de tout ce qu'elle représente, ce qui lui fait réaliser qu'il ressent toujours une résistance au parti. Il ne peut même pas nier sa haine de Big Brother lorsque O'Brien arrive avec des gardes pour le punir et l'emmener dans la chambre 101. Avant cela, O'Brien lui dit que le temps viendra où il ne respectera pas seulement Big Brother, mais où il l'aimera aussi. Au chapitre 5, dans la chambre 101, O'Brien attache Winston de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Il place une cage pleine de rats devant lui, ce qui constitue la plus grande peur du personnage principal. Il lui explique qu'au moment où il tirera le levier, les animaux lui sauteront au visage et le dévoreront. Winston, terrifié, implore que ce soit Julia qui soit torturée. Cette trahison est exactement ce que recherchait O'Brien, qui retire la boîte de rats en souriant. Enfin, au 6e et dernier chapitre, désormais libre, Winston est assis dans un café où de nombreux membres du parti expulsés vont boire. Après toutes les tortures et les manipulations, son cerveau est déjà capable de croire tout ce que dit le parti. Il se souvient qu'un jour, il a rencontré Julia et qu'ils ont tous les deux avoué s'être trahis l'un l'autre. Ils se sont promis de se revoir, tout en sachant tous les deux que cela n'arriverait jamais. Les souvenirs de sa mère et de sa sœur lui reviennent également à l'esprit, lui faisant monter les larmes aux yeux. Et pourtant, il se force immédiatement à penser qu'il s'agit de faux souvenirs. Lorsqu'il lève les yeux, il voit l'image de Big Brother. Il se sent heureux et en sécurité. Et c'est sur cette scène que se termine le roman.
Si l'on considère que le contexte actuel est assez proche de celui qui a poussé George Orwell à écrire 1984, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi il est important de lire cet ouvrage. Considérons que, comme en 1947, le monde entier assiste à la résurgence d'idéologies et de partis politiques aux idées totalitaires. D'autre part, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il a été prouvé que les nouvelles technologies écoutaient parfois et capturaient des informations privées. 1984 continue donc à servir de signal d'alarme sur ce qui pourrait arriver. Non seulement il expose des événements qui s'éloignent de plus en plus de la dystopie et se rapprochent de la réalité, mais il souligne également l'importance de l'esprit critique sur les faits qui nous sont présentés comme vrais. Des concepts tels que l'histoire est écrite par les vainqueurs ou que nous sommes surveillés pouvaient sembler relever de la science-fiction à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'un autre côté, la qualité littéraire de George Orwell est une raison suffisante pour lire 1984. Non seulement dans cet ouvrage, mais aussi dans d'autres, tels que La ferme des animaux, l'écrivain sait soigner particulièrement le rythme de son roman. Et c'est tout pour cet épisode dédié à 1984 de George Orwell. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.